Là, l'approche théorique, le cadre théorique sera un petit peu différent. Je vais vous le présenter bientôt. Donc, je rappelle un petit peu l'objectif de cette communication. C'est d'apporter des éléments de compréhension donc à ce qui fait obstacle à l'engagement et aux apprentissages de certains élèves en éducation physique. Et à partir de là, de nourrir la réflexion sur la notion d'obstacle. Alors, je vais m'appuyer pour cela sur une étude que j'ai réalisée qui portait sur l'analyse de l'activité des élèves et qui visait à identifier les conflits auxquels ils sont confrontés dans le cours de leur activité. Alors, je suis partie du constat initial suivant. Le fait qu'en éducation physique, les élèves ont souvent tendance à modifier les tâches, à éviter les tâches peu attrayantes, à négocier les exigences, le fait que certains d'entre eux refusent parfois de participer, le fait aussi que certains d'entre eux sont en difficulté, les filles notamment, mais pas seulement. Donc, à partir de là, je me suis posé la question de départ suivante. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'engagement et aux apprentissages de ces élèves en éducation physique? Alors, je me suis référée pour cela, pour mener à bien cette étude, au cadre théorique de la clinique de l'activité d'Yves Clos. Alors, Yves Clos distingue l'activité réalisée de l'activité réelle. Alors, selon lui, l'activité réalisée n'est qu'une activité parmi d'autres qui sont possibles. Elle est plus précisément l'actualisation d'une des activités qui sont possibles ou réalisables. Ça veut dire que l'activité qui est réalisée, celle qui s'observe, hein, est finalement le résultat d'une lutte entre plusieurs actions rivales, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on ne pourrait pas faire. Donc, ça signifie que pour explorer l'activité réelle et pas uniquement l'activité réalisée, il faut, dit-il, incorporer le possible et l'impossible. Donc l'impossible, le possible et l'impossible, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas fait, ce qu'on cherche à faire sans succès et qui nous échappe, ce qu'on s'interdit de faire, ce qu'on aurait voulu faire, ce qu'on fait sans l'avoir voulu, ce qu'on fait pour ne pas faire ce qu'on nous demande de faire, etc. Ça veut dire qu'il s'agit de considérer que les activités suspendues, contrariées ou empêchées, tout ce que je viens d'évoquer, font donc partie de l'activité réelle. Et ce qu'il faut retenir finalement de cette petite explication, c'est que ces activités rivales, impossibles, contrariées, peuvent, selon le cas, empoisonner ou intoxiquer l'activité et la mettre en souffrance. Donc c'est une expression d'Yves Clos. Et mettre en souffrance l'activité, ça veut dire finalement empêcher le développement du pouvoir d'agir des sujets. Donc, partant de ce cadre théorique, je me suis posé les questions de recherche suivantes. Quels sont les conflits sous-jacents à l'activité des élèves, c'est-à-dire quelles sont les actions rivales qui procurent des conflits, et quelle est la discordance créatrice ou destructrice entre leurs occupations. Leurs occupations, c'est l'activité réalisée, ce que font les élèves, et leurs préoccupations. Donc, dans ce cadre théorique, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce qu'on voudrait faire, ce qu'on fait pour ne pas faire ce qui est à faire, etc. Donc, je m'y suis prise de la manière suivante. Je me suis appuyée sur 6 études de cas d'élèves de 3e d'un collège français ordinaire, sans problème particulier. J'ai analysé leur activité au cours d'une séquence de volleyball qui a duré 10 séances. J'ai choisi des élèves qui étaient peu engagés dans les tâches proposées et qui ont accepté de participer à l'étude. J'ai ensuite recueilli comme données des données d'enregistrement audiovisuel des élèves pendant les séances. Puis, j'ai recueilli des données de verbalisation, c'est-à-dire que j'ai fait passer des entretiens d'autoconfrontation. Pour réaliser les entretiens d'autoconfrontation, j'ai auparavant choisi pour chaque élève une dizaine d'extraits vidéo. Ce sont ces extraits vidéo qui ont été les supports des entretiens d'autoconfrontation. Et pour chaque extrait vidéo, j'ai identifié 3 cas de figure. Des extraits dans lesquels l'élève ne réalise pas la tâche, donc il fait autre chose que ce qui est demandé. Des extraits où les élèves sont en train de modifier la tâche, donc par exemple, ils engagent en faisant un service au lieu d'engager en 2 mains de façon facile, ils transforment une situation coopérative d'échange de balles en une situation de match, par exemple.
Et troisième cas de figure, j'ai pris des extraits au moment où les élèves ne parvenaient pas ou parvenaient difficilement à réaliser la tâche. Par exemple, les renvois étaient imprécis ou bien le ballon n'arrive pas à atteindre le terrain adverse. Ensuite, j'ai traité les données d'autoconfrontation à partir de ces extraits pour chacun des élèves en décrivant l'activité réalisée par les élèves dans chaque cas de figure, pour chaque extrait. Puis, j'ai réduit les données d'entretien, c'est-à-dire ce qu'ils m'ont dit au cours de l'entretien d'autoconfrontation, en faisant un examen phénoménologique, c'est-à-dire en restant au plus près de la teneur du propos de ce que m'ont dit les élèves. Puis, j'ai ensuite construit et documenté les catégories. Je me suis appuyée pour cela sur le cas théorique d'Yves Clos. Ça veut dire que les catégories représentent les conflits auxquels les élèves sont confrontés dans le cours de leur activité. Puis ensuite, j'ai terminé l'analyse en mettant en regard les résultats obtenus par chacun des élèves dans différents cas de figure, ce qui m'a permis d'identifier les conflits pour chaque cas de figure. Donc, je vais présenter les résultats en présentant pour chaque cas de figure quels sont ces fameux conflits que j'ai pu identifier en procédant de cette façon. Et je vais m'appuyer sur des exemples d'élèves que je décris, et je décrirai auparavant l'activité très rapidement qu'ils réalisent. Donc, le premier cas de figure, c'est le cas où les élèves font autre chose que ce qui est demandé. Donc, ça concerne 3 élèves qui étaient là, et je vais m'appuyer sur le cas de Marc. Alors, Marc, c'est un élève en volley-ball qui gesticule, qui danse, il crie, il dribble, il tire au panier, il tape avec le pied dans le ballon. Quand il est sur le terrain, il fait à peu près, il est immobile, il est nonchalant, il réagit au dernier moment, puis il tape souvent, il réceptionne souvent avec le pied. Alors, le premier conflit qui ressort dans ce cas de figure renvoie tout d'abord à ce qu'ils font pour ne pas faire ce qui est à faire. C'est donc le cas de Marc, et tout se passe pour Marc comme s'il fallait à tout prix qu'il résiste ou qu'il s'oppose à l'activité prescrite par l'enseignant, quitte, explique-t-il, à ne rien faire ou à faire n'importe quoi. C'est ce qu'il dit, je fais n'importe quoi, on ne faisait rien. Deuxième conflit, ce qu'il est inutile de faire. Si Marc fait n'importe quoi, de manière générale sur le terrain, alors c'est d'une part parce qu'il n'a pas envie de jouer au volleyball, parce que c'est une activité qu'il n'aime pas, c'est ce qu'il explique, mais c'est aussi parce que quand il fait ce qui est demandé par l'enseignant, il finit par trouver ça lassant. Voilà, si on le fait, après, ça devient lassant. Troisième conflit, ce qu'il est habituel de faire. Si Marc agit comme il le fait, donc il y a une autre raison, c'est aussi parce qu'il est d'usage dans la classe d'agir de cette façon, tout au moins pour lui ou pour ses camarades. Il nous dit la chose suivante, quand on apprend, en fait, on ne fait jamais ce que dit le professeur. On ne suit pas les consignes, les conseils. Dernier conflit pour cette catégorie, ce qu'ils auraient voulu faire. Ce que Marc finalement nous dit de ce qu'il aimerait faire avant tout en volleyball, c'est s'amuser, jouer avec les autres sans qu'on l'oblige à faire quoi que ce soit. On joue comme on veut, on joue tous ensemble en fait. Je préfère jouer que travailler. Donc, deuxième illustration pour le deuxième cas de figure, le cas de figure où les élèves modifient plus ou moins la tâche. Donc là, ça concerne 2 élèves et je vais m'appuyer sur le cas de Benoît. Donc Benoît, c'est un élève qui s'engage, lui, de façon épisodique dans les tâches proposées par l'enseignant. Il joue souvent au basket avec ses camarades, il lui arrive fréquemment, mais de façon soudaine, de ne pas tenir compte des consignes. Alors que tout se passe comme prévu, il lance le ballon sur le réceptionneur selon une trajectoire tendue, c'est-à-dire il frappe au lieu de le lancer doucement. Il donne un coup de poing dans un ballon ou bien tout à coup, au lieu de faire des passes, il se met à se matcher sur son partenaire. Quand il est en situation de match, en revanche, il est la plupart du temps concentré et impliqué. Alors, le premier conflit qui ressort dans ce cas de figure renvoie à ce que les élèves font au lieu de faire ce qui est à faire. Donc, Benoît explique par exemple que s'il modifie la tâche, c'est pour faire ce qu'il préfère faire. Voilà. Ça me plaît de servir. Là, on envoie la main, c'est pas super bien. J'ai servi comme dans le jeu. Il faut essayer de mettre le ballon le plus possible vers le bas pour gêner l'adversaire. Ce qu'ils font à défaut de pouvoir faire ce qu'ils voudraient faire. Alors, Benoît explique également que s'il fait autre chose, c'est qu'il en a marre de devoir faire ce qu'il n'aime pas faire. Lorsqu'il se voit donner un coup de poing dans le ballon,
au lieu de le lancer doucement sur les réceptionneurs, il explique qu'il avait envie de tirer n'importe où. Il me dit la chose suivante, là, si vous regardez, j'ai tiré sur personne, j'ai tiré dans le vide. Je cherchais, je ne sais pas, enfin, à me défouler peut-être, ou voilà. Troisième catégorie, ce qu'il est habituel de faire dans la classe, comme précédemment. Comme pour Marc, les actions qui sont réalisées par Benoît traduisent aussi ce qu'il est commun de faire par l'ensemble des élèves. S'amuser au pied, par exemple. Donc, il nous dit la chose suivante, c'est récent, ça, dans la classe, de tirer au pied, de s'amuser au pied. Voilà, tout le monde le fait un petit peu, ça fait partie des façons habituelles de faire. Ensuite, ce qu'ils font sans l'avoir voulu. Alors, si Benoît ne fait pas ce qui est demandé par l'enseignant, c'est aussi parce qu'il ne peut pas en aller autrement selon lui. Quand il se voit attaquer sur son partenaire, au lieu de lui faire tranquillement une passe, il dit la chose suivante, « Ah, fallait pas s'étonner, ça n'allait pas durer. » C'est naturel, c'est un petit peu comme ça qu'il agit, sans forcément en avoir le contrôle. Ce qu'ils auraient voulu faire ensuite, comme précédemment, donc si Benoît agit comme il le fait, c'est surtout parce qu'il n'a pas vraiment l'occasion de faire ce qu'il aimerait faire. Voilà, parce que ce qu'il mobilise avant tout, c'est la possibilité de faire des matchs. Quand on est avec les copains, en fait, on pense à faire des matchs et à essayer de gagner. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit uniquement capable de s'engager dans des matchs, parce qu'il agit aussi dans des situations, mais encore faut-il pour lui que ces situations soient proches des problèmes que pose le vrai jeu, le jeu réel. Alors, c'est ce qu'il explique à propos d'une situation qu'il a modifiée, et il nous dit la chose suivante, « J'ai renvoyé à ras du filet pour que le réceptionneur, il aille un peu, il bouge quoi. En match réel, c'est pas comme ça. » Voilà, donc son intention, c'était de faire bouger le réceptionneur et pas de lui envoyer une balle tranquillement, une balle facile sur lui. Dernier cas de figure, donc le cas où les élèves ont des difficultés à réaliser la tâche. Donc là, ça concerne 3 élèves. Je vais m'appuyer sur les cas de Julien et Caroline, qui sont assez semblables. Il s'agit de 2 élèves qui sont en grande difficulté en EPS. En volley-ball, ils sont immobiles sur le terrain, ils parviennent très rarement à envoyer le ballon. La plupart du temps, ils bloquent le ballon quand il arrive sur eux, ou bien ils esquivent le ballon pour pas avoir à le toucher. Alors, le premier conflit qui ressort dans ce cas de figure renvoie à ce qu'ils cherchent à faire sans succès. Faire du volley, pour ces élèves, c'est essentiellement devoir faire ce qu'ils ne savent pas faire, et donc ça les confronte à leur impossibilité de réussir. Alors, Julien nous dit la chose suivante, « J'ai essayé de l'envoyer, puis je l'ai envoyé n'importe comment, j'ai fait le truc normalement, mais ça n'a pas marché, la balle est partie de l'autre côté. » Caroline dit également, « Pour servir, je prends le ballon dans cette main, je tape comme ça avec le poignet, j'essaie d'aller en face, mais j'y arrive pas. » Ce qu'ils font, à défaut de pouvoir faire ce qui est à faire. Alors, comme il s'agit d'élèves qui sont en difficulté depuis très longtemps, en fait, ils se sentent incompétents et surtout incapables d'envisager d'autres possibles. Ils préfèrent par conséquent renoncer. Caroline nous dit « J'aurais pas réussi à la rattraper, donc je l'ai laissée sortir au lieu de la rattraper. » Voilà, elle esquive le ballon, elle sait que de toute façon, elle n'arrivera à rien faire avec ce ballon. Ce qu'ils ne peuvent s'empêcher de faire. Alors, comme dans le cas précédent, un petit peu comme pour Benoît, ils agissent sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire de façon naturelle, comme s'ils n'avaient aucun contrôle sur leur activité. Mais le résultat n'est pas tout à fait le même dans ce cas de figure. Julien nous dit la chose suivante, « Je ne peux pas, c'est systématique, moi je ne peux pas. Dès qu'il y a une balle qui arrive sur moi, je l'arrête tout de suite. Je n'essaie pas de la renvoyer. Enfin, moi, ça vient tout seul, c'est systématique. » Voilà, c'est quelque chose, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas la renvoyer. Ce qu'ils ne font pas comme les autres. Il l'exprime de la manière suivante. Caroline, moi, j'arrive pas du tout à mettre le ballon sur le bout des doigts, là. Il y en a plein qui arrivent. Moi, j'y arrive pas du tout. Julien nous dit, en fait, je l'envoie pas très bien la balle, mais moi, je fais jamais comme eux. Je fais surtout comme ça, là. Ce qu'ils n'arriveront jamais à faire. Donc, pour des élèves comme eux, c'est inutile, on l'a bien compris, d'essayer de changer le cours des choses. Il est inutile de s'acharner. Julien nous dit la chose suivante. Il m'énerve aussi, le prof de sport.
Il me force toujours à faire quelque chose que je ne veux pas faire ou que j'arrive pas à faire plutôt. Parce que si j'y arrive pas, tant pis. J'y arrive pas, je ne vais pas m'acharner sur mon sort. J'ai déjà essayé plein de fois avec mon père de jouer au volleyball, mais j'y suis jamais arrivée. Alors à force, ça me décourage et puis bon, tant pis. Dernier conflit, ce qu'ils auraient voulu faire. Donc dans ce cas de figure, dans ce dernier cas de figure, pour des élèves comme eux, finalement, il s'agit d'élèves qui rêvent de ce qu'ils pourraient faire ailleurs, sans les autres. J'aurais préféré être dispensé, j'aurais aimé ne pas être là, nous dit Julien. Donc pour finir, je vais apporter quelques éléments de discussion par rapport à ces résultats. Donc, il me semble que ces résultats invitent tout d'abord à porter une attention renouvelée à la notion d'obstacle liée à l'apprentissage. Ils font en premier lieu apparaître différentes façons de vivre l'obstacle par les élèves qui peuvent, selon le cas, conduire au développement du pouvoir d'agir ou à sa mise en souffrance. Alors, j'ai essayé d'identifier plusieurs cas de figure. Donc, le premier cas, c'est le cas de figure numéro 1, lorsque les élèves font autre chose que ce qui est demandé, dans le cas des actions hors tâche, on peut dire que l'activité empêchée a pris le dessus. Elle conduit pour un temps plus ou moins long à une contre-activité qui est non favorable aux apprentissages. C'était le cas de, comment je l'ai appelé, parce que j'ai changé leur prénom, je ne me souviens plus du prénom que je lui ai donné, le premier cas de figure. Lorsque les élèves ensuite modifient la tâche, ils parviennent, en revanche, cette fois-ci, à redonner du sens à leur engagement. Et on peut dire que même s'ils font autre chose, on peut dire finalement que leur activité est revitalisée et qu'il peut donc y avoir des apprentissages possibles et le développement du pouvoir d'agir. Lorsque les élèves, ensuite, ne réussissent pas à contenir un trop-plein d'actions non réalisées, c'était le cas de Benoît avec des actions explosives, on peut dire que l'activité est débordée, mais pour un temps seulement. Cela veut dire qu'une fois que l'action explosive est advenue, alors l'activité peut se poursuivre et il peut y avoir des apprentissages. Lorsque les élèves ensuite s'efforcent d'agir malgré tout, le cas de Julien et de Caroline, mais sans savoir comment faire, alors certes, ils maintiennent leur engagement dans leurs tâches, mais ils n'y arrivent pas. Donc leur activité est en détresse, on peut dire qu'elle est comme racornie, rétrécie, et là les apprentissages sont très difficiles, le développement également. Dans le cas où les actions sont absentes, c'est-à-dire les ballons ne sont pas touchés, le ballon est esquivé, les élèves ont cessé définitivement de croire en leur possibilité de réussite, on peut dire cette fois-ci que l'activité dans ce cas est nécrosée, repliée sur elle-même, mise en souffrance, il n'y a donc pas d'apprentissage possible ni de développement du pouvoir d'agir. Ces résultats, finalement, donc, permettent de considérer que les activités suspendues, empêchées, contrariées, sont autant d'obstacles potentiels à l'engagement et aux apprentissages des élèves. Mais ces résultats montrent aussi l'importance de situer l'obstacle dans ce que l'on peut appeler l'histoire des impasses ou des difficultés vécues par les élèves, et donc l'importance d'envisager l'obstacle comme ce qui a été antérieurement vécu et sédimenté. Et ce qui a été antérieurement vécu et sédimenté marque finalement comme un phénomène de résonance l'action présente. Alors même si je n'ai pas trop pu, dans le cadre de cette présentation, en rendre compte de façon explicite, les traces des activités passées qui marquent les activités réalisées par les élèves s'expriment notamment à travers ce qu'ils disent de leur rapport à l'école, les règles, les consignes à suivre, de leur rapport au volleyball, faire des matchs, servir comme enjeu réel, j'aime pas le volley, j'ai peur du ballon, de leur rapport à eux-mêmes ou de la représentation de ce qu'ils savent faire ou peuvent faire, je suis nul, j'y suis jamais arrivé, j'y arriverai pas, ou encore de ce qu'ils contrôlent ou non, ça vient tout seul, c'est systématique. Et enfin de leur rapport aux autres, leur regard, leur critique, leur moquerie. Je peux finir mon dernier point? Oui, je vous vois apparaître. Donc, dernier élément enfin. Si les obstacles, donc, comme je viens de le dire, s'inscrivent dans une histoire individuelle, on peut considérer également qu'ils appartiennent à une histoire collective qui est plus ou moins partagée par l'ensemble des élèves.
et donc considérer que l'obstacle peut aussi renvoyer au genre des activités des élèves de la classe, s'amuser avec le pied, ou aux habitudes que tels ou tels élèves ont développées au cours de leurs expériences communes, ne pas écouter, parler, ne pas suivre les consignes, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc maintenant, ce que je vous propose avant de donner la parole, c'est peut-être de donner une petite conclusion générale que David Adé se propose de présenter avant de passer aux questions, puisqu'il nous reste 25 minutes, je crois. Oui, merci Elisabeth. Alors, pour conclure, nous souhaitions partager avec vous quelques minutes qui, en fait, rassemblent, réunissent, synthétisent notre façon de concevoir l'obstacle. Et on voulait le faire en écho avec ce qu'on pouvait caractériser de slogan de ce colloque, hein, qui donc nous invitait à réfléchir, à discuter sur comment identifier, modéliser et surmonter les obstacles liés à l'apprentissage, hein, tel qu'il était présenté dans la fiche du colloque. Alors, au regard des trois présentations que vous avez écoutées, et au regard de ce qui nous réunit, c'est-à-dire en gros une conception phénoménologique, hein, de l'obstacle, eh bien, on pourrait associer mot à mot notre conception aux verbes d'action qui ont été retenus pour ce colloque. Alors, pour nous, identifier, c'est avant tout définir, concevoir l'obstacle comme étant situé, je vais reprendre pour chaque mot les termes qui ont été utilisés par les différents communicants. Situé, c'est-à-dire que l'obstacle est toujours en cohérence avec l'espace d'action de l'élève, comme l'a dit Nicolas Terré. L'obstacle est toujours incorporé, il est toujours un obstacle vécu, comme on l'a déterminé dans les trois communications. L'obstacle est aussi toujours distribué dans le temps. Elisabeth vient de parler d'histoire, hein, collective de l'obstacle. Nicolas Terré a aussi montré, a évoqué l'obstacle en termes d'objets de l'histoire, en termes d'épisodes de l'histoire, mais il est aussi partagé entre les acteurs, et notamment dans le cadre des leçons de PS où il y a une très forte visibilité publique des réponses des élèves. Et il est également énacté parce que, comme l'a précisé Nicolas Terré, il est saisi ou pas parce qu'il est interprété, il est sujet à des significations que lui accorde l'élève à chaque instant lorsqu'il interagit avec l'obstacle prescrit, proposé par l'enseignant dans la leçon. Et le deuxième verbe d'action qu'on souhaitait faire correspondre à modéliser, c'est plutôt enquêter, enquêter du dedans, dans la mesure où l'obstacle est toujours quelque chose de vécu. Il est essentiel que l'enseignant se place comme un enseignant enquêteur pour justement définir, préciser ce qu'est l'obstacle vécu par l'élève afin de mieux l'aider dans la réussite de ses apprentissages. Et enfin, il nous semble important, et ça c'est une des facettes du travail de l'enseignant, de sélectionner des obstacles cruciaux dans le sens où tous les obstacles ne sont pas, de notre point de vue, prioritairement à vivre dans le cadre des apprentissages, mais il faut que l'on soit capable de définir, en fonction bien sûr des curricula, les obstacles qui constituent des expériences qui ont le mérite d'être vécues dans les apprentissages et en particulier en ce qui nous concerne dans les leçons de PS. Voilà, je vous remercie pour votre attention.